Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième atelier du CyberD. Aujourd'hui, donc, on va reprendre sur une présentation sur les politiques Zero Trust. Merci beaucoup. Merci à tous d'être présents dans la salle et également à distance. On va tout de suite attaquer notre atelier sur le modèle SASI et l'approche Zero Trust. Je vais directement passer sur un rapide sommaire de ce qui nous attend sur les prochaines 45 minutes, si je ne dis pas de bêtises. On commencera d'abord par un retour sur le contexte actuel qui nous semble très favorable au déploiement des solutions SASI. Ensuite, on passera évidemment sur une définition de ce qu'on entend par le SASI. Et puis, on fera un rapide état du marché pour essayer de présenter un petit peu quelles sont les forces en présence. Et puis, on rentrera dans des considérations un petit peu plus détaillées sur le SASI, sa valeur ajoutée et tout ce qu'on peut en tirer. Rapidement, pour qu'on puisse se présenter, donc je suis Thomas Philimon, je suis consultant en cybersécurité chez OnePoint et je serai accompagné aujourd'hui de Dean Lebras, qui est consultant cloud et sécurité également chez OnePoint, et puis Frédéric Sollet, qui est Regional Director chez Netscope et qui a accepté notre invitation pour compléter un petit peu notre vision du SASI, qui est peut-être plus théorique, et avoir ses retours du marché. Voilà, donc tout de suite, je vous propose d'attaquer avec le contexte qui nous semble très favorable à la redéfinition d'une approche globale de la sécurité. Pourquoi je vais développer 4 points. Le premier, c'est le move to cloud avec une tendance qui n'est pas récente, mais qui est qu'on observe depuis un certain temps sur une forte accélération en fait du déploiement et vers le cloud de différentes briques, et avec un chiffre qui nous semble très parlant, c'est une croissance de 19% des services cloud, donc IaaS, SaaS, aussi bien sur la partie privée, hybride que publique. Donc ça c'est un premier point, et qui dit move to cloud dit effectivement l'utilisation d'infrastructures externalisées et donc des risques potentiels beaucoup plus élevés. Donc l'utilisation d'infrastructures qui sont peu voire mal maîtrisées, ça pousse les entreprises forcément à avoir recours à des investissements côté sécurisation cloud, et bien sûr à des analyses de risque. Et il y a un chiffre qui est très parlant, c'est 585 millions de dollars qui ont été investis pour la sécurisation cloud en 2020. Un autre point, c'est, on en parle beaucoup, c'est la pandémie qui, depuis plus d'1 an désormais, a redistribué les cartes et qui a bouleversé les habitudes des entreprises. On a compté, donc Gartner a compté une augmentation de 148% de télétravailleurs à août 2020. Et donc ça a été un véritable challenge pour les DSI et pour les entreprises d'une manière générale, qui bien souvent ont dû, dans la précipitation, attribuer des accès, déployer des solutions VPN, et tout ça pas forcément très bien maîtrisé. Et puis le dernier point, qui en découle, c'est une certaine perte de contrôle liée à ces déploiements, et puis qui s'est traduite par des utilisateurs qui passaient par des réseaux domestiques qui étaient non maîtrisés, donc une augmentation des risques, et puis aussi du matériel qui n'était pas forcément maîtrisé, puisqu'il n'était pas forcément celui fourni par l'entreprise. Ça peut être du matériel personnel, que ce soit téléphone, tablette, PC. Et un chiffre encore très parlant, c'est une augmentation de 161% de visites d'applications et de sites web à haut risque. Tout ça lié à la croissance du télétravail. Donc, je vous ai parlé, tout ce contexte-là nous semble hyper favorable au déploiement de solutions SASI.
Alors maintenant qu'on a dit ça, on a parlé donc de SASI, du manque de confiance dans les applications et dans les matériaux utilisés. Mais ce qui serait bien, c'est maintenant de définir ce qu'on entend par le SASI, le modèle de non-confiance et donc de zéro trust. Et pour ça, je vais laisser la place à Lindley. Merci Thomas. Alors, pour vous expliquer le concept de SASI, je vais commencer par enfoncer un petit peu les portes ouvertes, mais ça permettra d'avoir un petit peu le contexte de pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui pour vous parler du SASI. La première chose, c'est on a vu évoluer le contexte de travail. On était tous au bureau, souvent en open space. Donc, les utilisateurs, on les connaissait puisqu'ils étaient dans le bureau d'à côté, dans une surface déterminée. C'est un réseau qu'on connaissait. Il y a eu déjà un début de télétravail, mais on a bien vu qu'avec la pandémie, accentuation importante du télétravail. Donc aujourd'hui, l'utilisateur, il est chez lui, sur un Wi-Fi peu sécurisé, sur une box qui est partagée avec le reste de sa famille et de temps en temps même avec ses voisins parce qu'il a été piraté à son insu. Si on fait un focus sur la donnée, historiquement, elle était en entreprise et on n'avait accès qu'à des données d'entreprise. Mais on ne peut plus se dire maintenant que la donnée, elle est uniquement en entreprise, elle est aussi en cloud. Un utilisateur classique a souvent un G-Drive, un OneDrive, et s'il a besoin de travailler le soir sur un poste trop sécurisé, il n'hésitait pas à ramener ou de la clé USB ou le mettre sur son G-Drive. Donc, on ne peut plus se dire que les données d'entreprise, maintenant, ne sont que sur le réseau d'entreprise. Idem, contexte de pandémie, on fournissait à l'utilisateur un poste masterisé par les soins de l'équipe sécurité, par l'équipe poste de travail avec des éléments de sécurité. La pandémie est arrivée, de nombreuses entreprises ont fait face à un problème de stock important au niveau des machines. Donc, ils n'ont pas pu se permettre d'avoir autant de machines que de personnes à l'extérieur. Donc, ils ont fini par ouvrir le SI avec l'utilisation de PC personnels. Donc, on avait un peu cette perte de maîtrise du device d'accès. Si on se fait maintenant un focus sur la donnée. Donc, historiquement, la donnée était en entreprise. Donc, on avait un modèle vraiment très château fort avec ma data au centre et je protégeais d'un attaquant qui venait de l'extérieur. Donc, j'avais mon pont-levis sur lequel l'attaquant ne pouvait qu'arriver de là. Donc, aujourd'hui, si on prend l'image IT, on avait Internet en face, on avait un gros firewall et on avait à protéger tout ce qui arrivait en frontal. Maintenant, ma donnée, elle est éparpillée. Donc, je suis obligé de basculer sur un modèle beaucoup plus sécurité d'aéroport où je dois habiliter, sécuriser ma donnée étape par étape. Si on fait un focus maintenant sur une architecture traditionnelle d'entreprise, donc mon architecture traditionnelle d'entreprise, j'ai un utilisateur qui est chez lui, il a un device mobile, il se connecte en VPN à mon data center, mes branch office qui se connectent à un data center pour accéder au cloud. Donc, premier souci que je vois sur cette architecture, je consomme 2 fois de la bande passante, mon utilisateur il est sur Internet, mais pour aller sur Internet, il repasse par l'entreprise pour aller sur Internet. Deuxième point, aujourd'hui, j'utilise un fournisseur de VPN. Donc, maintenir les clients VPN à jour, c'est l'administration IT. Et pour autant, si on regarde des failles récentes, on n'a pas, dans le monde des VPN, on a toujours des failles et donc des clients à mettre à jour sur des populations à distance où je n'ai pas forcément d'outils de télédistribution me permettant de les mettre à jour. Donc, potentiellement, je peux avoir des devices qui ont plutôt des devices maîtrisés, mais que je ne peux plus mettre à jour parce qu'ils ne sont plus en entreprise où je n'ai pas la capacité de les mettre à jour. Donc, c'est ce qui nous amène au concept de SASI. Donc, à ce stade, c'est une grosse bulle, c'est un gros nuage dans lequel on fait passer l'ensemble de nos informations pour les filtrer. Mais voilà, le concept est là et donc, ça nous amène à une première réflexion, c'est le zéro trust. Pourquoi est-ce qu'on voulait parler de zéro trust? Si on prend ce contexte, l'utilisateur, aujourd'hui, on ne peut plus considérer que sur mon réseau, l'utilisateur est digne de confiance parce qu'il a un matériel que je ne maîtrise plus. Et en même temps, il peut arriver de n'importe où. Je dois absolument vérifier la légitimité de l'utilisateur, ses autorisations, et lui donner un accès strictement à ce qu'il a besoin et pas beaucoup plus. Pareil, gérer les concepts de droits minimaux, et puis l'utilisateur, il est à la fois en interne et en externe. Donc, dans un concept de zéro trust, je dois à chaque étape vérifier que mon poste est autorisé, en tout cas qu'il n'est pas compromis, vérifier l'identité, et j'introduis maintenant un nouveau concept qui est l'utilisateur. Il accède à la donnée, mais il accède à la donnée utile et il accède à une application. Donc on passe
d'un accès qui était quasi entier avec un login mot de passe, un client VPN qui permettait d'accéder à un réseau d'entreprise, à un concept maintenant, on donne à l'utilisateur un accès à une application uniquement à cette application et pas beaucoup plus, et à la data utile. Donc, le SASI n'est pas un produit, c'est de multiples produits. Donc, on va commencer par des produits de sécurisation. Donc, c'est la partie protected. Donc, la partie sécurisation, c'est le CASB pour protéger mes accès au cloud, le Secure Web Gateway pour sécuriser mes accès au web, donc quel que soit l'endroit où se trouve l'utilisateur, le DLP pour protéger la donnée, le Zero Trust Network et le VPN pour pouvoir le chiffrer et être sûr qu'il accède avec un minimum de sécurité, le firewall dans le cloud et le remote browser isolation. Pourquoi on parle de cloud? Parce qu'aujourd'hui, mon utilisateur, il est partout. Donc, je ne peux plus me dire que je vais installer des devices, des applications de sécurité sur un poste personnel. Donc, je passe l'utilisateur par un SaaS sur lequel je vais pouvoir filtrer ses accès et filtrer l'accès à la donnée et récupérer de la visibilité. Et à côté de ça, vu que maintenant je l'ai sécurisé, j'ai besoin par la suite de lui permettre d'avoir de la performance. Parce que cette couche de sécurité a peut-être altéré la performance et donc j'utilise après des technologies plus d'optimisation comme le SD-WAN et tout ce qui est agrégateur nous permettant d'accélérer les choses et même des contrats spéciaux avec des accès plus rapides via des opérateurs qui pourront avoir des points de peering plus rapides que ceux que je pourrais avoir en temps normal. Donc, pour résumer un petit peu le concept de SASI, c'est j'ai un utilisateur, je dois définir absolument ses rôles, sa sécurisation pour l'accès. Une fois que je l'ai sécurisé, je vais lui donner de la performance et pour ça, j'utilise des points de connexion plus rapides et surtout des phénomènes d'accélération comme le CDN avec Akamai ou des éléments de sécurité comme on pourrait l'avoir avec Netscope qui va proposer des services de sécurisation et d'accélération. Et donc, je passe la main à nouveau à Thomas qui va vous donner l'état du marché. Merci. Alors, avant de rentrer dans des considérations un petit peu plus détaillées avec Frédéric, je voulais faire un point sur les avancées du marché et sur le marché à court terme. Les perspectives d'évolution dans un rapport du Gartner qui date de 2019, c'était il mentionnait environ 20% que 20% des entreprises auront déployé d'ici 2023 donc des services de Secure Web Gateway, de CASB, de ZTNA et de Firewall as a Service, mais tout ça d'un seul et même fournisseur. C'est-à-dire que là, on rentrerait vraiment dans une logique SASI, alors qu'elle n'était qu'à 5% en 2019. Donc, une belle évolution d'une quinzaine de pourcents envisagée d'ici 2023. On verra si ça se vérifie. Mais en tout cas, il y a un marché qui est avec un très fort potentiel. Dans la même logique, 40% des entreprises auront d'ici 2024 défini leur stratégie vers le SASI, alors qu'il y en avait 15% seulement à la fin 2018. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que le Gartner a identifié qu'au moins un fournisseur majeur de IaaS se positionnerait sur le marché du SASI avec une offre complète d'ici à 2025. Si on rentre un petit peu dans une vision macro du marché du SASI, la première fois dont on a parlé du SASI, c'était en août 2019 dans le rapport du Gartner que je vous ai cité. Et puis, on voit bien qu'il y a une accélération des événements sur ce marché-là et que depuis surtout la mi-2020, il y a énormément d'acteurs qui ont essayé de se positionner sur ce marché-là avec à la fois des partenariats technologiques, mais aussi des rachats. Qui permettent en fait, comme l'expliquait Linné, il y a différentes briques dans le SASI et c'est pas un seul et même produit. Donc, on va le voir tout de suite sur la slide suivante. Il y a vraiment, je dirais, trois grosses familles d'acteurs qui se dégagent. On a les acteurs que j'ai qualifiés d'historiques de la sécurité, donc les Palo Alto, les Checkpoint, les Cisco. Il y a également les acteurs de la sécurité cloud,
donc avec Zscaler, par exemple, ou encore Netscope. Et puis, il y a des acteurs un petit peu nouveaux, notamment du Content Delivery Network, comme Cloudflare et Akamai, qui se positionnent également sur le marché du SASI. Pour se positionner, et c'est ce que j'expliquais juste avant, ces acteurs-là, ils ont leur propre cœur de métier. Comme on peut le voir sur ce graphe-là, on a un Netscope qui est spécialisé au départ sur la partie CASB, qui a sa propre infrastructure aussi, qui est un point très, très important sur le SASI. Mais on a également d'autres acteurs comme Palo Alto qui étaient déjà, donc cœur de métier, était déjà sur la partie plutôt firewalling et sur la partie ZTNA. Et puis d'autres comme Zscaler qui étaient positionnés sur les security gateway. Et enfin, Cato Network qui est un acteur du SD-WAN majoritairement et qui essaye de se positionner sur les autres sujets également. Comment ces acteurs se positionnent sur les sujets dont ils n'ont pas le cœur de métier? C'est par des acquisitions d'acteurs spécialisés. Donc Palo Alto, par exemple, qui a acquis CloudGenix sur la partie SD-WAN, ou Fortinet qui a fait l'acquisition d'Opac Networks sur la partie ZTNA. Et puis également par des partenariats technologiques. Donc Netscope, par exemple, avec VeloCloud, Vera ou encore Silverpeak sur la partie SD-WAN, ou VMware avec Zscaler sur la partie SD-WAN et d'autres acteurs sur la partie ZTNA. Voilà un petit peu le panorama du positionnement des différents acteurs. Il y en a d'autres. On a évidemment, pour des soucis de visibilité, choisi de vous présenter les acteurs qui émergent le plus, qu'on voit le plus sur le marché. Et pour avoir une vision un peu synthétique. Par ailleurs, il y a une récente enquête qui a été faite par NetMotion, qui est donc un acteur spécialisé, un éditeur spécialisé dans les solutions de Zero Trust et VPN, qui a publié quelques chiffres en début d'année, là en février 2021, sur le niveau d'intégration, notamment des services SASI dans l'entreprise. On le voit bien que la majorité des services, les services les plus répandus, ça va être la partie VPN, donc à 54%, et le service qui est peut-être le moins encore développé, c'est les services de Zero Trust, avec seulement une quinzaine de pourcents. Je précise que ces chiffres sont bien sur les marchés américains, allemands, anglais, australiens et japonais. Donc c'est pas valable pour tous, mais ça donne quand même une tendance assez significative. L'adoption du SASI, on le voit bien, il y a certains secteurs qui s'y sont mis assez tôt, donc que ce soit l'énergie, les services publics, le juridique, la finance ou la santé, mais on voit bien que c'est des pourcentages encore assez faibles et qu'il y a une belle marge d'évolution sur ce marché-là. Cette marge d'évolution, on la constate également quand on voit que seulement 12% des entreprises ont pleinement déployé à l'heure actuelle une solution SASI. Par ailleurs, il y a un tout petit peu plus de la moitié qui ont commencé l'adoption d'une posture Zero Trust parmi les répondants. Enfin, on voulait juste attirer votre attention sur les porteurs des sujets SASI en entreprise. C'est majoritairement les équipes IT, un peu plus de la moitié, mais on le voit bien également que les équipes sécurité et réseau portent beaucoup ces sujets-là également. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché du SASI d'une manière générale et théorique. Et je vais maintenant laisser la place à Frédéric pour compléter un peu ma vision. Merci Thomas. Donc en effet, l'objectif c'est de compléter avec quelques éléments venant de Netscope, venant de notre infrastructure, de ce qu'on voit chez nos clients. Vous donner des éléments concrets sur la mise en place des infrastructures SASI chez nos clients ou le démarrage de la mise en place d'une architecture SASI chez nos clients. Juste pour compléter les éléments qui avaient été donnés par Migné et Thomas, aujourd'hui, le SASI, l'objectif, c'est vraiment de recentrer la sécurité non plus sur le data center avec cette approche de citadelle ou de château fort dont parlait Linley, mais c'est vraiment de se focaliser à la fois sur les utilisateurs, donc pour leur donner la meilleure sécurité possible avec la meilleure expérience et la meilleure performance, et sécuriser les données.
puisque les données sont partout, les utilisateurs se retrouvent partout, non plus sur le système d'information uniquement, mais également à l'extérieur. Et l'objectif, donc, c'est de proposer une solution qui va répondre au challenge de la sécurisation des données et des utilisateurs. Et quelques données, du coup, sur l'explosion des données et l'explosion aussi des architectures. C'est l'explosion des données aujourd'hui. On parle de zettabytes, donc 10 puissance 21 aujourd'hui en termes de données qui sont exploitées dans les organisations. La surface d'attaque a évolué. On n'est plus à protéger ses utilisateurs à l'intérieur d'une infrastructure, mais à protéger les utilisateurs quel que soit l'endroit où ils se trouvent, protéger ces données quel que soit l'endroit où elles sont hébergées et faire en sorte qu'on ait une meilleure visibilité sur l'ensemble des services qu'on met à disposition de l'utilisateur et les données où elles transitent. Et du coup, si on reprend ces éléments, il faut aussi le lier à la consommation que peuvent avoir les organisations du cloud. Aujourd'hui, on a encore beaucoup trop d'organisations qui nous disent je sais les services cloud qui sont utilisés par mes utilisateurs. On a mis en disposition des outils de sécurité pour sécuriser ces éléments-là. Mais aujourd'hui, ça reste minime par rapport à la réalité de ce qui est utilisé. Aujourd'hui, le cloud est de plus en plus consommé, non pas par l'IT uniquement, mais également par les utilisateurs eux-mêmes et par les équipes business de l'organisation. C'est encore très simple aujourd'hui d'aller mettre sur une entité business un service web à disposition de ses clients à l'extérieur sans passer par l'IT. C'est très facile. Et donc, il y a énormément de consommation de cloud qu'on aperçoit aujourd'hui. Et le deuxième challenge autour de la sécurisation des données aussi, c'est que les utilisateurs, comme le disait Linné tout à l'heure, ils n'ont pas uniquement le device de l'entreprise pour accéder à ces services-là, mais ils peuvent aussi utiliser des devices qui leur sont personnels, que ce soit leur propre PC à la maison ou des téléphones mobiles qui accèdent à ces données très simplement. Deuxième point qui est intéressant aussi, c'est qu'on pense, quand on a mis en place des solutions, par exemple de sécurisation des flux Internet, que cette sécurisation va me permettre de traiter toutes les problématiques cloud. Et aujourd'hui, 50% du trafic qu'ont les organisations, c'est du trafic pure cloud qui discute plus en HTTP ou HTTPS, mais qui dialogue avec un nouveau langage d'Internet qui est l'API et le JSON, qui est souvent pas compris, pas décrypté. Et donc, toute la donnée qui transite à l'intérieur de ces applications, on perd totalement la visibilité. Donc, la donnée aujourd'hui n'est plus uniquement dans l'infrastructure des clients, mais elle se trouve partout et sur des environnements qu'on ne maîtrise pas forcément puisqu'ils sont hébergés chez d'autres cloud providers ou des fournisseurs d'applications cloud. Quelques stats qu'on a observés, nous, au moment du début de la pandémie, quand les annonces ont été faites pour les différents confinements à l'international, c'est une surutilisation en fait de notre infrastructure qui s'est modélisée très simplement à travers le graphe que vous pouvez voir ici. Et l'objectif, c'était de mettre à disposition des clients un service qui offre la meilleure expérience utilisateur. Il n'y a rien de pire pour un utilisateur que d'avoir des latences et de ne pas pouvoir travailler correctement. Linné en a parlé tout à l'heure avec les congestions qu'on a pu avoir sur les VPN, qui n'étaient pas dimensionnées déjà pour répondre à ce volume d'utilisateurs, mais qui n'ont plus pas adapté pour un utilisateur qui est en dehors du système d'information, qui veut accéder par exemple, à son Office 365, accéder à ses applications cloud et qui se retrouve obligé de passer par l'infrastructure traditionnelle à travers le VPN pour pouvoir après ressortir sur Internet. Donc, il était important dans l'approche SASI aussi de considérer cette notion de performance, de ressenti utilisateur, tout en adressant également la partie sécurité. Si vous regardez les rapports, on met à disposition tous les 3 mois des rapports sur les menaces cloud, que je vous invite à télécharger, qui vous permettront d'avoir un peu de visibilité sur tout ce qui se passe en ce moment. Quelques statistiques qui sont intéressantes sur le mouvement des données qu'on voit entre les différentes applications. Donc, il y a énormément de données qui transitent aujourd'hui d'une application cloud vers une autre application tierce cloud. Je prends un exemple concret. Vous avez une infrastructure ou un service G Suite qui a été mis à disposition de vos utilisateurs. Souvent, l'utilisateur, il a aussi son propre Google Drive. Il va prendre la donnée qu'il a sur le G Suite de l'entreprise et va pouvoir le transférer ou le uploader sur son environnement cloud personnel.
Ça, aujourd'hui, une infrastructure traditionnelle de proxy qui travaille sur des flux HTTP, HTTPS ne verra rien sur la donnée qui transite sur ces environnements-là. Vous avez autorisé au niveau de votre proxy à accéder à G Suite ou à Google Drive. Vous n'avez pas la possibilité, dans l'URL, de voir exactement ce qui se passe. Il faut avoir du contexte, il faut être capable de décrypter à la volée et d'analyser tout le flux qui est à l'intérieur. Donc, on a énormément de transferts de données de cloud to cloud. Le travail collaboratif a également énormément augmenté. Et aujourd'hui, beaucoup de gens partagent des données à travers Teams, par exemple, ou d'autres applications pour pouvoir travailler sur des projets et ainsi de suite. Comment vous allez contrôler qu'un utilisateur ne partage pas, par exemple, un document avec un partenaire tiers et que cette information, une fois qu'elle est sortie, vous perdez totalement le contrôle. Donc, c'est des exemples de mouvements de données qu'on peut avoir entre les différentes infrastructures cloud qu'il est nécessaire de pouvoir analyser. Sur toutes ces données qu'on voit transiter entre les différents clouds, en moyenne, par rapport aux outils DLP qu'on a mis en place et aux politiques DLP qu'on a mis en place, 35% de ces données sont considérées comme sensibles pour les organisations. C'est-à-dire que c'est nos clients qui ont mis en place ces politiques DLP pour protéger les données et qui, à travers du blocage ou du coaching à destination de leurs utilisateurs, se sont aperçus que cette donnée était manipulée et avait pour objectif pas forcément d'exfiltrer volontairement la donnée, mais en tous les cas de manipuler cette donnée pour aller la sortir sur un endroit qui n'était pas légitime pour l'organisation. Quand on parle aussi d'accès à Internet et d'applications cloud et qu'on discute avec nos clients, la majorité des clients nous disent « c'est bon, j'ai mis… au niveau de l'IT, on a fait le choix de partir sur Office 365, sur G Suite, sur Salesforce, sur Workday, toutes ces applications qu'on peut retrouver dans les équipes IT, et je suis sous contrôle de ces applications. » En moyenne aujourd'hui, chez tous nos clients, c'est 2400 applications minimum qui sont utilisées dans l'organisation d'applications cloud. D'applications qui sont utilisées par des utilisateurs pour travailler au quotidien. Je parlais tout à l'heure de WeTransfer, ça peut être la conversion de PDF, ça peut être tout plein d'outils qui sont mis soit à disposition par le business, soit les utilisateurs en ont eu besoin pour leur travail au quotidien. Et c'est sur ces 2400 applications, c'est 1% en moyenne qui est contrôlé par l'IT, qu'on appelle les applications sanctionnées. Donc, on contrôle ce qui se passe sur Office 365, sur G Suite et ainsi de suite. Tout le reste, comme ça utilise de l'API, du JSON, que vous manipulez à travers votre application sur votre téléphone ou sur votre device, c'est une perte totale de visibilité pour les organisations. Et aujourd'hui, quelques stats aussi qu'on voit sur les données, entre l'endroit où sont hébergées ces données, c'est qu'environ pratiquement la moitié des données sont hébergées aujourd'hui dans une application cloud pour les organisations. Donc, on a une problématique sur les données, pour savoir comment les sécuriser, et on a une problématique aussi avec les gens qui profitent de cette situation pour aller exfiltrer cette information ou pour aller attaquer les entreprises. Aujourd'hui, c'est tellement plus simple pour un hacker d'utiliser des services cloud, d'aller héberger un formulaire, d'aller héberger un malware sur un service cloud, qu'ils utilisent en fait dans la chaîne d'infection, à un moment, un service cloud pour pouvoir propager leur attaque ou propager un élément qui va leur permettre après de rebondir et de pouvoir faire du ransomware ou des choses de ce type-là. Donc, dans la chaîne d'infection, il y a toujours aujourd'hui un élément cloud, un service cloud qui est utilisé pour faciliter l'attaque, sachant que c'est des services qui sont facilement accessibles et pour la plupart, certains gratuits. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de revoir et de repenser son architecture. Le SASI, ce n'est pas un produit. Le SASI, c'est vraiment un concept, une architecture qui va répondre à un challenge qui est de pouvoir redéfinir son infrastructure qui était orientée sur la sécurisation du data center vers une approche où on va sécuriser l'utilisateur et la donnée qui est manipulée dans l'organisation, quel que soit l'endroit où se trouve l'utilisateur. L'utilisateur va vouloir accéder à un service, que ce soit Internet, que ce soit une application cloud, que ce soit le data center ou se connecter sur un site distant. Il va se connecter sur un service qui est le service SASI. Donc, on va lui mettre à disposition une couche réseau. Et à l'intérieur de cette couche réseau, pour pouvoir accéder à ce service, il va y avoir toutes les briques sécurité qui sont nécessaires et que Gartner identifie, donc la sécurité des applications cloud, le CASB, la partie DLP, filtrage des données, la partie sécurisation d'Internet,
comment donner accès, le Zero Trust Network Access, comment donner accès à un utilisateur à une application et non plus au réseau, mais uniquement à l'application sur laquelle il a besoin d'accéder, et comment contrôler aussi le comportement de l'utilisateur, quel que soit l'endroit. Un exemple tout simple sur le UBA, pourquoi un utilisateur se connecte sur la même application depuis 2 endroits différents. C'est des choses très simples qui peuvent être contrôlées à travers le UBA. Donc, on est vraiment sur une approche où on redéfinit l'architecture, et encore une fois, ce n'est pas un produit. Nous, dans Netskope, on a différents services. Donc, l'objectif, c'est pas de parler de Netskope, c'est juste vous donner une vision globale. Mais donc, on met à disposition cette infrastructure qu'on appelle New Edge, dont je vais vous parler, qui est un point important parce que quand on met quand on met en place une infrastructure SASI, on délègue, entre guillemets, une partie de son infrastructure à un service tiers qui va vous mettre à disposition l'accès réseau et les briques sécurité qui sont nécessaires pour vous garantir que votre utilisateur, quand il se connecte, quel que soit l'endroit où il se connecte, et quels que soient les services auxquels il accède, il y a une sécurité qui soit assurée. Donc, nous, on a toute une partie réseau qui va répondre, en fait, quel que soit l'endroit où il se connecte, de l'entreprise, depuis un site distant, directement sur Internet, depuis chez eux ou depuis un device non managé, ils vont accéder à un service réseau qu'on appelle New Edge. Et derrière, il va y avoir plein de microservices qui font du DLP, de l'EBA, de la protection des données, de la compliance, et ainsi de suite. Et ces microservices vont s'appliquer à différents services visibles pour l'utilisateur, qui sont la sécurisation d'Internet, la sécurisation des applications cloud, du public cloud, donc ce qu'on appelle le CSPM, ce que Gartner appelle le CSPM, Cloud Security Posture Management, ou du Private Access, ou du RBI, ou du Firewall as a Service, toutes ces briques qu'on peut avoir dans une offre SASI. Tout ça depuis une seule et même interface pour pouvoir en fait avoir des policies qu'on peut réutiliser sur les différents services. Je parlais du réseau qui est super important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous mettez en place une politique SASI, donc vous allez déléguer une partie de votre sécurité et de votre service d'infrastructure à un service tiers et vous devez garantir à l'utilisateur une performance maximum, une expérience utilisateur optimale. Et donc, c'est important de maîtriser son infrastructure. Aujourd'hui, dans le SASI, il y a eu plusieurs acteurs qui ont été présentés. Ce qui est important de voir, déjà, de comprendre, c'est qui maîtrise l'infrastructure. Donc, chez Netskope, par exemple, on a New Edge. Donc, c'est plus de 100 millions qui ont été investis. C'est nos propres data centers. C'est notre propre infrastructure. C'est des points de présence dans plus de 40 endroits dans le monde, et avec des nouveaux points de présence qui sont déployés tous les mois. Et quel que soit l'utilisateur où il va se connecter, il va passer par ce réseau New Edge. Quand on met aussi à disposition une infrastructure New Edge, ce qui est important aussi, c'est les points de peering. Il faut que chaque point de présence que vous allez avoir puisse vous permettre la meilleure expérience utilisateur possible. Donc, tous les points de peering qu'on a aujourd'hui, c'est du direct access sur les différents cloud services. C'est moins de 3 millisecondes entre le point de peering, le point de présence Netskope et l'Office 365 ou le G Suite ou les différents cloud services. Et pour nous, c'est plus de 33 000 applications qui sont monitorées sur la partie cloud pour aider les clients à mieux sécuriser. Donc, c'est notre propre infrastructure physique. C'est nous qui gérons le capacity planning et on ne va pas s'appuyer sur un Google ou un Amazon ou d'autres qui peuvent vous héberger vos points de présence, mais par contre, qui vont essayer d'optimiser les coûts entre les interconnexions et donc pas vous garantir forcément la meilleure expérience utilisateur. Un exemple du bénéfice SASI quand on fait de la sécurité. Si on reprend l'exemple traditionnel d'un utilisateur qui va surfer sur Internet avec une passerelle Internet traditionnelle, donc soit une appliance, soit éventuellement du proxy cloud, vous avez votre utilisateur qui va être identifié, qu'on va contrôler grâce au fait qu'il a son device qui est monitoré par l'organisation. Donc, on va s'occuper uniquement des devices qu'on connaît. On va faire du filtrage d'URL. Donc, si je reprends l'exemple de Google Drive, on va dire Google Drive, j'autorise ou j'interdis. On va regarder s'il fait de l'upload ou de la download sur certains sites web. Et on va pouvoir monitorer, et on va pouvoir bloquer ou autoriser. Et après, on va faire de la détection de menaces, du DLP à travers, par exemple, des protocoles type ICAP
et après, on va bloquer l'utilisateur ou l'autoriser. Ce que nous permet le SASI, donc l'infrastructure qu'on a à disposition et la possibilité d'aller analyser le trafic à l'intérieur, va nous permettre de gérer de manière beaucoup plus granulaire l'utilisateur, quel service auquel il appartient, quel type de device il accède à mon service, est-ce qu'il prend son device perso ou est-ce qu'il prend le device de l'organisation, quel type d'application il est en train d'accéder, est-ce que c'est une application managée par l'IT ou est-ce que c'est une application tierce, quel type d'instance il accède, est-ce que c'est son G-Drive perso ou son G-Drive d'entreprise, quel type d'application, quel est le score de son application sur lequel il est en train d'accéder. Donc, on va donner du contexte sur cette application, comment ils gèrent leurs certificats, où sont stockées les données, toutes les problématiques liées à la GDPR, et ainsi de suite. Et ces indices de sécurité, vous pouvez bien sûr les adapter à votre contexte, mais c'est plus de 33 000 applications qui sont monitorées par Netscope. On va pouvoir faire bien sûr donc, de catégorisation d'URL. En termes d'activité, ça ne va pas être juste du download ou de l'upload, mais ça va être aussi, par exemple, est-ce que cette donnée, elle est lue? Est-ce qu'elle est partagée? Je prends un exemple tout simple. Vous avez un OneDrive. Vos utilisateurs postent des documents sur ce OneDrive. Est-ce qu'ils partagent cette information avec un tiers qui n'est pas dans votre organisation? Donc, c'est la possibilité de pouvoir avoir beaucoup plus de contexte sur l'activité. On va faire la partie threat detection, bien sûr, la partie DLP, avec les règles que vous voulez mettre en place pour protéger vos données. Et après, on va avoir pas uniquement la partie j'autorise, je bloque, je mets en quarantaine, j'encrypte, mais on va aussi avoir la possibilité de coacher. L'avantage du coaching, c'est que un utilisateur, quand on bloque, il va chercher à contourner. Le coaching va me permettre en fait de sensibiliser l'utilisateur en lui disant que tu es en train d'accéder à une application qui n'est pas autorisée. Est-ce que tu veux vraiment le faire? Justifie éventuellement. Ou alors, c'est pas autorisé, je te conseille plutôt d'utiliser telle application de partage qui est disponible chez nous dans l'organisation et qui va nous permettre de mieux maîtriser nos données. Donc, on a beaucoup plus de contexte dès qu'on est capable de pouvoir aller analyser tout le contenu à l'intérieur des flux qui transitent, sur lesquels transitent nos utilisateurs pour accéder au service. Élément qui est important aussi, c'est que le SASI, on n'y passe pas du jour au lendemain. Le SASI, c'est toute une évolution. Donc, encore une fois, c'est une architecture cible, c'est un concept cible, mais suivant votre maturité dans la transformation digitale, suivant l'utilisation et l'utilisation que vous allez faire du cloud, l'utilisation que vos utilisateurs la consommation que vont avoir vos utilisateurs, petit à petit, vous allez avoir différentes briques. Donc, on ne passe pas du VPN au Zero Trust Network Access du jour au lendemain. Le ZTNA ne remplacera pas un VPN. Si vous avez encore certains services réseau qui doivent être accessibles pour votre data center, vous allez laisser votre VPN. Le ZTNA va nous permettre de traiter l'accès à des applications sensibles que vous voulez monitorer, qu'elles soient en interne ou à l'externe, sans vous avoir à donner l'accès totalité du réseau. Donc, d'une approche pure périmétrique à une approche pure cloud, vous avez, suivant votre maturité, différents éléments qu'il va falloir prendre en considération. Vous voyez certains points aussi orange qui correspondent en fait à la vie d'une entreprise. Il y a des acquisitions, des merges et acquisitions, et qui font que la journée vers le SASI va nous simplifier aussi l'adoption de ces nouvelles entités ou l'intégration de ces nouvelles entités dans ce concept-là, puisqu'on aura mis à disposition un service SASI à mes utilisateurs avec des règles, l'interconnexion de ce nouveau site ou de cette nouvelle entreprise sur ce service SASI va lui permettre de bénéficier très rapidement de tous les services que vous aviez déjà mis en place sans complexité. Le SASI permet aussi de faire une économie d'échelle. C'est souvent ce qu'on nous demande aussi dans les organisations, c'est comment je vais pouvoir justifier ce type de migration, cette réorganisation. Donc, il y a une économie d'échelle qui peut être faite et qui a à prendre en considération. Et d'ailleurs, on fait souvent des exercices de budget avec nos clients. Et là, c'est un exemple qu'on avait sur une société qui avait 10 000 employés. Alors, vous ne voyez pas sûrement le détail, mais l'idée, c'est quoi? C'est de montrer toutes les économies qui sont possibles. Au-delà de sortir toutes les appliances
sur votre proxy traditionnel que vous aviez dans votre infrastructure, à migrer sur l'infrastructure cloud. Donc, toute la maintenance en conditions opérationnelles, tous les utilisateurs qui étaient censés maintenir en conditions opérationnelles ces appliances-là, tous les upgrades qu'il y avait à gérer, tout ce qui était hébergement, toutes ces choses-là, c'est des coûts qui disparaissent et qu'on va pouvoir réinvestir ou positionner plutôt dans un service cloud qui gère pour vous toute cette maintenance en conditions opérationnelles, sa mise à disposition du service, vous n'avez plus toute cette location de data center et ainsi de suite. Donc, c'est l'exercice qu'on fait avec nos clients qui permettent de justifier la migration sur ce type d'architecture. Le partage, c'est quelque chose auquel aussi il est super important de faire attention. Donc, dans la mise en place d'une infrastructure SASI, au-delà de l'infrastructure elle-même, c'est de pouvoir, comme le disait tout à l'heure Linné, interagir avec tous les systèmes d'identification de l'utilisateur. Donc, pas uniquement se baser sur l'infrastructure SASI, mais s'appuyer sur des services d'identité que vous pouvez avoir dans votre organisation qui vont permettre, en fait, à chaque fois qu'un utilisateur accède à un service, de pouvoir clairement l'identifier et définir si oui ou non ils doivent avoir accès. Le partage d'informations entre le poste de travail et l'infrastructure réseau est également ici essentiel. Beaucoup de clients aujourd'hui investissent sur des solutions EDR pour répondre aux nouveaux challenges des ransomware. L'idée, c'est de pouvoir partager les IOC entre ce que nous, on voit dans le cloud et ce qui se passe sur le poste de travail pour que soit le poste de travail nous remonte des informations, soit nous, on lui descende des informations pour éviter qu'un ransomware target notre organisation. Et enfin, point important, les SIEM, les SOR, les SOC. Les SOC sont très orientés encore legacy, donc sur l'infrastructure qu'on avait auparavant avec notre citadelle et notre château fort. L'approche SASI nous permet d'avoir une vision beaucoup plus cloud et d'avoir du SOC 2, 3, 4.0, comme vous voulez l'appeler, et qui va nous permettre du coup de nous donner tout ce contexte sur des choses pour lesquelles on n'a pas la visibilité aujourd'hui dans notre SOC. Donc, toutes ces applications cloud qui sont utilisées au quotidien par nos utilisateurs et qu'on ne voit pas forcément. En résumé, je veux réinsister sur le fait que le SASI, ce n'est pas un produit. C'est vraiment la convergence, c'est comme ça que l'explique Gartner, c'est une convergence entre les services réseau et les services sécurité. Ça nécessitera d'ailleurs sûrement dans les organisations une redéfinition des rôles et des responsabilités de chacun, parce que les équipes vont devoir travailler ensemble sur cette partie-là. Que le SASI va nous permettre d'apporter une meilleure sécurité aujourd'hui sur l'utilisation et la consommation du cloud dans les organisations. Que le SASI doit nous permettre la meilleure expérience possible d'utilisateur. Donc, l'infrastructure qui va être choisie ou le partenaire qui va être choisi pour aller sur cette architecture SASI doit vous garantir un maximum de services et de performance. Et qu'il y a un moyen, et comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment un moyen de calculer une approche TCO sur ce type d'approche-là pour pouvoir montrer la valeur ajoutée d'une infrastructure SASI, d'un point de vue sécurité et performance, mais également dans l'approche budgétaire. Avant d'arriver aux questions, je vous invite à aller télécharger le Fred Report, qui va vous donner énormément d'informations sur les attaques auxquelles on a à faire face aujourd'hui dans les organisations. Quelques éléments sur le SASI que vous pourrez retrouver ou les challenges que vous pouvez avoir à gérer pour les utilisateurs mobiles. Et vous verrez, il y a plein d'articles de blog qui expliquent, soit d'une approche purement architecture, business ou technique, les bénéfices du SASI. Vous trouverez ça sur notre blog ou dans les ressources sur notre site web. Merci pour ces réponses. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup.